Toulouse va s'agrandir. Toulouse vieille et Toulouse nouvelle doit devenir une seule ville. Mais l'extension vers la rive gauche doit être une extension de la ville même de Toulouse, et pas d'une ville satellite, et pas d'un banlieue, et pas d'une ville parallèle. Pourquoi au Mirail? Parce que le doyen Godeschaux avait rencontré l'architecte Candidis, qui était chargé de l'aménagement de la nouvelle ville du Mirail, avait rencontré donc cet architecte à une conférence, avait été tout à fait séduit par la philosophie de cet architecte et avait décidé donc que la fac de lettres s'insérerait dans ce projet de ville nouvelle du Mirail. Ça renvoie à la période de 1968, avec un double contexte, un contexte de croissance démographique, de transformation économique et sociale, accordant un rôle différent donc à l'université. J'analyse ce transfert comme étant le résultat de ce besoin d'espace d'une part, mais aussi comme étant une espèce de sanction vis-à-vis de la manière dont les étudiants s'étaient comportés, présentant un vélo pour l'État, de l'utilisation. Mirail Université. Le nom de Toulouse, le Mirail, a été choisi parce que le terme du Mirail était prestigieux. Ce serait aujourd'hui, ça m'étonnerait grandement que l'université choisisse le nom de Toulouse, le Mirail, qui est un terme très dévalorisé, le Mirail. L'université d'un quartier, c'est complètement débile. Laissons tomber le côté sensible du Mirail, on aurait été installé à Casselardy, l'université de Toulouse de Casselardy, ça aurait été complètement loufoque. Bon, moi, sincèrement, je pense qu'il faudrait changer le nom. Mais en 70, ça avait un sens, parce que le Mirail était connu mondialement. Une fac au milieu, comme ça, au milieu d'une cité, c'est bien, c'est bien. C'est bien s'il y avait autre chose, s'il y avait une communication avec eux. Qu'on puisse arriver, voir les jeunes du quartier et leur dire bon, il y a des cours qu'on peut donner de rattrapage et autres, ça se passe à la fac. Et la fac reste leur domaine. Et là, c'est pas trop le cas. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On est entouré de bâtiments, des HLM, alors c'est pas possible. Quand je disais à mon chef de service, il dit là, si tant que ça on couvre pas, on fait pas toute une bonne barrière bien solide et que ce soit tout fermé, on sera pas tranquille. On sera toujours en train de... Ils ont même peur de traverser certains. Maintenant, pour traverser, ils se déguisent en étudiants. Ils passent avec des mallettes qui reposent là et qui repassent. Ils sont pas en infraction en plus. C'est pas interdit de porter une chemise. Cette université, dans sa trame originelle, a été conçue pour en gros 10 000 étudiants. Et nous sommes aujourd'hui 24 000 étudiants, plus quelques 550 enseignants titulaires, plus autant de chargés de cours, plus quelques 300 administratifs. Donc ça fait comme un petit village, mais il n'y a pas la vie d'un village, il n'y a pas les structures sociales, culturelles d'un village. Donc c'est petit et c'est isolé. La ville n'est pas là.
qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un quartier périphérique de Toulouse. La ville et la vie, si tant est qu'on puisse parler de ça, elles sont ailleurs. Elles sont au centre, en tout cas. Maintenant, je trouve que c'est calme. Les étudiants, ils sont gentils, ils sont braves, non, je vois qu'à côté il y a une quinzaine d'années, tout ça, les étudiants, ils étaient... attention, c'est pas pareil, quoi. C'est blanc et noir, quoi, à côté de ça que j'ai vu. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau respect de la chose universitaire qui est très important maintenant, hein, qui n'existait pas avant. Mais le rapport étudiant-enseignant est redevenu ce qu'il était avant 68, c'est-à-dire le rapport hiérarchisé. L'enseignant fait cours, l'étudiant écoute, et en fin d'année, l'enseignant contrôle que l'étudiant a bien écouté. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est à peu près la règle du jeu. Il se trouve que la faculté des lettres et sciences humaines a été, sur Toulouse, sur la place toulousaine, le foyer, l'élément moteur de la contestation du mouvement de mai 68. Mais c'est vrai qu'il y a eu un truc qui s'est passé à ce moment-là que moi j'ai pu retrouver depuis, là. On vivait en 68 à l'université parce que y avait ces locaux voulaient nous dire quelque chose. Hein, c'était le pouvoir. C'était les structures anciennes. Alors qu'on n'a aucune raison d'occuper les locaux de la fac du Mirail. Parce qu'ils ne symbolisent pas tellement le pouvoir et la hiérarchie universitaire. Je crois qu'on vivait dans les locaux à l'amphi Marsan, on vivait dans les... parce que l'espace voulait nous parler, et ça voulait dire quelque chose, cette occupation d'espace. On n'aurait pas idée d'occuper l'amphi 2 ou l'amphi 8. Et puis après, il a fallu les conquérir, il a fallu y vivre, il a fallu virer les mecs qui avaient dedans, il a fallu lourder les bibliothèques, il a fallu virer les profs de leur bureau pour se foutre à leur place, il y a eu tout un côté prise du pouvoir, quoi, qui était vachement fort. Et qu'après, une fois que ça a été fait, bon, après, je sais pas, puisque j'étais prof après moi, donc c'est plus pareil. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ce mouvement a été... Mais il y avait un côté conquête. J'ai connu la fac pendant ces 5 premières années, donc il y a 17 ans en arrière. C'était quand même quelque chose de très bien. On devinait un peu que c'était un gros gruyère et que tout le monde grignotait au maximum. Mais il y avait une autre ambiance, il y avait une écoute quand même, il y avait une écoute des individus et ça c'était très important. La fac, quand moi je suis arrivé, j'ai vraiment cru à la fac. J'ai cru comme un temple, qu'on est là, qu'on nous apprend à nous regarder, à dire regardez-vous. Attention, il n'y a pas de couleur, regardez-vous, il y a du sang, il y a de la chair, vous parlez. J'avais toujours l'impression qu'il y avait un reste, tu sais, un reste de chacun de nous, tu vois, qui reste dans la fac, une recherche. J'avais l'impression de retrouver des mots qui se cherchaient, des phrases qui n'avaient pas pris sa place, tu vois, qui se cherchaient dans les couloirs comme ça. Et quelquefois, dans la journée, comme ça, quand j'étais auprès de quelqu'un,
J'étais un peu comme celui qui sert le vin, quoi. Il finit par être un peu saoul, hein, par l'odeur du vin. Eh bien, c'était pareil. J'avais l'impression, je voyais passer quelqu'un, sa concentration, elle était telle que j'avais l'impression de lire ces mots, de les ressentir, moi. C'est ce que moi j'ai. Par exemple, à ce moment, j'ai l'impression que dans les astres, il doit y avoir un trou cosmique, quelque chose, parce que je ressens rien chez personne. Il n'y a rien. Je trouve qu'il n'y a pas de référent commun entre l'étudiant qui débarque maintenant et puis l'étudiant d'il y a 10 ans peut-être, et nous qui traduisons un peu l'étudiant d'il y a 10 ans. Moi, quand j'ai fait un cours, tu ne remontes pas toujours jusqu'à... quand tu as un gars qui te pose des questions, tu ne remontes pas toujours jusqu'à l'origine complète de ça. Et tu pars, tu cherches un point de départ. Bon, le point de départ, je remarque qu'il faut le prendre bien plus loin, moi. Parce que sinon, il ne peut pas, il pige pas. Il pige pas, il y a tout un truc qu'ils ne savent pas. Et qu'ils n'arrivent pas à... Ou alors c'est l'inverse. Ils prennent le présupposé comme opposé à ce que tu penses. Et ça, c'est assez frappant. À un moment donné, moi, je l'ai vécu sur tout ce qui était critique de la gauche, c'était à droite. Ça, c'était net, tu vois. Chaque fois que je critiquais dans mes cours, je sais pas, la politique agricole de la gauche, par exemple, ou la politique touristique de la gauche, putain, je sentais que les mecs me prenaient pour un mec de droite, quoi. Il n'y avait pas, alors que mon discours n'était pas, enfin, en tout cas, je ne vivais pas comme ça du tout. Il n'avait pas du tout les mêmes fondements, le même passé, le même passé, c'est normal, tu dirais, en fait. Le même référence que ça, la même référence. Mais moi, je remarque quand même beaucoup, je dirais, sinon de grands repères, parce qu'effectivement, il manque, tout au moins d'interrogations fines sur le fonctionnement de la société. Je le vois à travers des remarques en cours, des choix de thèmes d'exposé, beaucoup de choses qui me semblent renvoyer à ce que j'appellerais une nébuleuse d'interpellation critique et non pas un système d'explication critique de la société. Ils ont parfaitement intégré l'idée de crise. Ils ont parfaitement intégré que leurs études sont des études qui risquent d'être longues, parce qu'ils savent que s'ils obtiennent un diplôme de type Bac plus 4 ou Bac plus 5, ils ont quand même en définitive plus de chances d'obtenir un emploi. En 76. Ça bougeait beaucoup en 76. En 76, alors ici au Mirail, c'est la grande bataille, puisque le Mirail va rester en grève pendant 6 mois presque. La grève de 76 a été sans doute le dernier grand moment, disons, de critique des années 60. Vous parlez de 76, c'est douloureux. Douloureux parce que ça a été 6 mois de fête dans l'université. Donc une réforme. Je ne me souviens même plus de la réforme. Je crois que personne ne se souviendrait pourquoi. Là, il y a eu une grève nationale. Elle a démarré le 1er décembre sur des mots d'ordre syndicaux, à la fois étudiants et enseignants. Et alors, fin décembre, toute l'université française était en grève.
contre cette réforme, je crois, du premier cycle. Les choses sont rentrées dans l'ordre fin janvier par des négociations qui ont abouti à un retrait ou à une modification du projet, partout sauf au Mirail. L'université du Mirail a été en grève du 1er décembre au 15 juin. Mais une grève active, c'est-à-dire que l'université n'a pas cessé d'être animée d'abord d'assemblées générales, de manifestations diverses, de forums, d'ateliers, théâtre, musique, ateliers, même alimentation, impression de journaux, enfin une activité créatrice étonnante. Bon, qui ne concernait pas les 10 000 étudiants de l'époque, il devait concerner 2 ou 3 000 étudiants, mais peu importe. Hein. Il y avait en permanence une assemblée générale de plusieurs centaines d'étudiants, des commissions qui préparaient les manifestations, jonction avec les lycéens, avec les lycéens du technique notamment, je me souviens, qui était un lycée technique par l'un du Mirail, la Déodat de Sévras, des jonctions avec les syndicats agricoles, qui étaient eux-mêmes en rébellion à l'époque. Des contre-enseignements se sont mis en place, des contre-cours. Les étudiants ont étudié, on peut dire, mais pas à leur manière, entre eux ou avec des enseignants qui sympathisaient avec la cause. D'autres enseignants ont essayé de faire des cours traditionnels en cachette, jusqu'à aller chez eux faire cours, ou dans des bistrots dans le centre-ville. Et puis, on ne voyait pas comment arrêter cette grève. Elle était tellement bien installée que les assemblées générales n'osaient pas l'arrêter. En 1976, moi, le souvenir principal que j'en ai, c'est ce qui est aujourd'hui l'Amphi 2. C'est l'Amphi 2, hein. Plein à craquer, avec des débats assez durs, avec des oppositions entre syndicats enseignants et minorités enseignantes et collectifs étudiants, des bagarres très fortes entre groupuscules ou tendances étudiantes, tu vois, très dures. Hein. Très marqué, qui avait des retrouvailles parfois, à un moment donné, avec l'éloignement de la ville également. Hein. 68, le grand souvenir, c'était dès que tu sortais, c'était un manif. Hein. Dès que tu sortais, c'était en ville, on était dans notre lieu de vie. À la fac, dès que tu sortais, tu étais élu au parc. Tu étais au Mirail, et puis il y avait la fac, et puis il fallait prendre le bus ou les bagnoles pour ce qu'il y en avait, pour se retrouver dans des lieux non-lieux d'expression en ville. Hein. Le Mirail, là vraiment comme enclave. Je sais qu'en 68, t'avais les mecs qui on sortait on couchait par terre dans les salles, sortais de là, t'imagines, quand t'es cradé, il n'y avait pas de douche, il n'y avait rien, t'avais les tronches les types. Et en 76, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Il y avait les types qui revenaient, ils revenaient le matin en bus, t'avais le 148 qui était plein craqué le matin, ils repartaient le soir en bus ou en bagnole. Alors que le lieu aurait pu se prêter justement, loin de tout, tu vois, autant l'envahir, y coucher, y vivre, créer un lieu complètement, quoi. Ça a été l'inverse qui s'est fait. C'est drôle, hein. L'inverse, il y avait pas. Moi je le mets sur le fait qu'il n'y ait pas eu de lien avec le quartier. Après 1976, donc, la répression, je dirais, la répression subtile, hein, et à laquelle participe l'université, c'est-à-dire que l'université entre dans les enseignants, les présidents d'université, les directeurs du FR ont peur des masses étudiantes. Donc ils commencent à faire le ménage qualitativement et quantitativement. Voilà. 76 jusqu'en, disons, 81-82. 81-82, l'ordre règne dans les universités. La gauche a gagné, donc les syndicats se sont alignés sur le gouvernement, les syndicats étudiants sont rentrés dans le rang. Il ne reste plus que les petits groupes autonomes qui tentent des coups, des opérations sur des points précis. Mais le mouvement étudiant est mort. De sa belle mort, je dirais, mais également d'une répression plus idéologique que policière. Il y a de la répression policière. On a perdu, par exemple, le contrôle des examens. Les étudiants ont en gros contrôlé le système d'examen jusqu'en 75-76, c'est-à-dire imposant de ne pas sélectionner pédagogiquement après que la sélection sociale soit passée par là. Et les enseignants étaient assez largement d'accord.
Après cela, par contre, on revient à des systèmes d'enseignement traditionnels, le cours magistral, le contrôle continu, les examens de fin d'année assez sévères. Voilà, donc oui, les années 80, bon, elles passent tranquillement. Moi, je dis que toute révolution se fait au printemps. Parce que après un hiver, dans le gris, tout à coup, quelques rayons de soleil, on a envie de secouer les draps, vous savez. Et la fac, c'est un grand drap. Et Dieu sait s'il y a des morbagues dedans, il faut les jeter dehors. Et seulement, voilà, on a mis justement plein de congés, plein de fêtes aux périodes du printemps. Il faut que les gens s'oublient entre eux. Chacun voyage de son côté. Donc il est sûr que refaire une révolution maintenant, ça sera dur. Mais on y arrivera. La mission de l'université, c'est de former, c'est-à-dire d'enseigner, oui, de transmettre le savoir, mais en le fabriquant. Je crois qu'elle a un peu oublié sa fonction de fabrication, de recherche nécessairement critique. L'université remplit-elle totalement son rôle, autre que de distribuer du savoir et des connaissances? Il n'y a pas d'enseignement supérieur sans recherche, il n'y a pas de recherche sans esprit critique. Or, l'esprit critique est dangereux. Si ce sont les étudiants qui s'en emparent, c'est dangereux pour les hiérarchies, pour les situations acquises. Qu'est-ce qui fait crever les lycées aujourd'hui? C'est que les profs sont devenus dans les lycées des machines à faire la classe. Ils rentrent, et voilà, Faire la classe. pointe, oui. Mais qui ne jouent plus aucun rôle social, D'aide. contrairement à ce que les enseignants ont toujours joué. Dans leur quartier, dans leur village, dans leur ville. Et ça, c'est la mort même de leur fonction. Parce qu'elle n'est plus enrichie par la pratique. La fac est un endroit où tu passes les UV, quoi, et puis voilà. Et nous, on est dans une fac où on finit les cours. Et toi, tu es dans une fac où tu sers à filer la doc, voilà, c'est tout, terminé. Et ça s'arrête là pour le moment. Ça, c'est une régression. Ah oui. Et là, moi, je dis que il y a deux responsables. Il y a nous qui sommes responsables de cela, parce que ça nous prend les choses en main quand même. Et puis, bon, après, tu as la présidence et l'entité qui nous dirige et qui nous gouverne, qui se fait bouffer par la gestion de la fac d'une façon importante, mais scandaleuse, ouais. Moi, j'ai l'impression que le 21e siècle
nous apporte des gens trop instruits, donc ce qui veut dire pas du tout intelligents. Et on ne fait plus de Mongoliens parce que la science a avancé, mais on fait des idiots. Je ne sais pas si on peut dire qu'on fait des intellectuels ici. Je me pose vraiment la question. Pour moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qu'on aura l'habitude d'entendre dans la rue, parler dans la rue, s'ouvrir à une discussion. Et là, les gens ne parlent plus.